Je me suis assis dans la salle à manger privée du Morton Steakhouse, entouré de toute ma famille, soi-disant pour célébrer ma remise de diplôme universitaire. Mes parents, Richard et Patricia Caldwell, étaient assis à la tête de la table. Ma jeune sœur, Emily, souriait à côté d'eux. Des parents éloignés remplissaient les autres sièges. Ma mère se leva, faisant teinter son verre en cristal. Au lieu d'un toast, elle fit glisser une enveloppe sur la nappe blanche. De nous tous, annonça-t-elle, sa voix dégoulinante de satisfaction. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait une lettre de désaveu formelle, rédigée légalement, avec les signatures des deux parents. Émilie leva son téléphone, enregistrant ma réaction, souriant derrière l'écran. La pièce éclata de rire. J'ai regardé les papiers, puis leur visage. J'ai plié la lettre avec soin, je l'ai glissée dans ma poche de veste, je me suis levé et j'ai dit « Merci pour ça ». Puis je suis sorti de ce restaurant sans me retourner. Il n'avait absolument aucune idée de ce que j'avais déjà mis en marche. L'air frais du soir de Portland me frappa le visage alors que je traversais le parking. Mes mains restèrent fermes, même si l'adrénaline me parcourait les veines comme de l'électricité. J'atteignis ma voiture, une Honda Civic de 15 ans que j'avais achetée moi-même avec l'argent de mon travail de support informatique sur le campus. Je m'assis derrière le volant et lâchai un long soupir contrôlé. 22 ans. C'est le temps que j'avais été le fils indésirable de la famille Caldwell. Mon père, Richard Caldwell, avait bâti un empire immobilier commercial à Portland, Oregon, d'une valeur d'environ 8 millions de dollars. Il achetait des propriétés en difficulté, les rénovait et les revendait pour des profits substantiels. Il était impitoyable en affaires et tout aussi froid à la maison. Ma mère, Patricia, venait de l'ancienne fortune de Portland. Sa famille avait possédé des scieries à l'époque où l'Oregon était encore une région de bûcherons. Elle a apporté 3 millions de dollars supplémentaires au mariage, ainsi que des relations avec tous les clubs de golf et conseils de bienfaisance de la ville. Puis il y avait Emily, 19 ans, blonde, pétillante et parfaite à tous égards importants pour nos parents. Capitaine des Pom-Pom Girls au lycée, reine du bal de fin d'année, acceptée à l'Université de Californie du Sud avec des projets de rejoindre la meilleure sororité du campus. Elle était tout ce qu'il voulait chez un enfant. J'étais tout ce qu'il ne voulait pas. Dès mes premiers souvenirs, j'étais le problème. Trop silencieux, trop studieux, trop sérieux. Je préférais les bibliothèques aux matchs de football. Je choisissais l'équipe de débat plutôt que le sport. Je posais des questions qu'il trouvait irritantes. Pourquoi avons-nous besoin de 3 voitures? Pourquoi ne faisons-nous pas de dons au refuge pour sans-abri en centre-ville? Pourquoi Emily a-t-elle une plus grande fête d'anniversaire que moi? La comparaison a commencé tôt. Quand j'ai ramené des A en 5e année, mon père a jeté un coup d'œil à mon bulletin et a dit « Bien. C'est ce que j'attends ». Quand Emily a ramené des B et des C en 7e année, ils lui ont organisé un dîner de célébration. Quand j'ai remporté le championnat de débat de l'État à 16 ans, aucun de mes parents n'y a assisté. Ils étaient à la compétition de cheerleading d'Emily à Seattle à la place. Elle a terminé 4e. Ils ont agi comme si elle avait remporté l'or olympique. Le lycée est devenu un champ de bataille. Je voulais étudier l'ingénierie au MIT. J'avais les notes, les résultats aux tests, les recommandations. Mon conseiller d'orientation a dit que j'étais une valeur sûre. Mes parents ont refusé de payer un seul dollar à moins que je n'aille à l'université de l'Oregon et que j'étudie le commerce. Tu rejoindras l'entreprise familiale, a annoncé mon père un soir pendant le dîner. C'est ton avenir. J'ai essayé de négocier. Je leur ai montré des offres de bourse. J'ai expliqué que l'informatique était un domaine en croissance avec des opportunités incroyables. Ma mère a ri. Tu ne vas pas traverser le pays pour jouer avec des ordinateurs, Mason. Tu resteras ici où nous pourrons te surveiller. Alors, j'ai fait un compromis. J'ai fréquenté l'université de l'Oregon, mais j'ai étudié l'informatique au lieu du commerce. Cette décision m'a coûté cher. Mes parents ont réduit mon allocation à peine de quoi acheter des manuels. Pendant ce temps, Emily a reçu une toute nouvelle BMW pour son 16e anniversaire, une voiture qui coûtait plus cher que l'ensemble de ma première année de frais de scolarité. J'ai travaillé comme support informatique sur le campus, j'ai donné des cours particuliers à d'autres étudiants, j'ai fait de la conception web en freelance le week-end. Je payais ma propre nourriture, mes propres vêtements, tout moi-même.
Mes parents n'ont assisté à aucun événement pendant mes 4 années d'université. Pas un match de football où je travaillais à la sécurité. Pas une cérémonie de remise de prix académique où j'ai reçu des honneurs. Pas une présentation de fin d'études où j'ai démontré mon projet de synthèse. Mais ils n'ont jamais manqué un seul événement d'Émilie. La trahison finale est survenue il y a 6 mois, juste avant le semestre de printemps. J'avais besoin de payer des frais de laboratoire et je suis allé vérifier le solde de mon fonds universitaire. Mon grand-père, le père de mon père, avait créé ce fonds à ma naissance. Il est décédé quand j'avais 10 ans. Avant de partir, il m'avait dit que ce fonds couvrirait toutes mes dépenses d'éducation et même plus. Il aurait dû y avoir 70 000 $. Il y avait 8 000 $. J'ai imprimé l'historique des transactions à la banque. Il y avait des retraits réguliers au cours des 3 dernières années. 30 000 $ versés à la sororité nationale Pi Beta Phi. 20 000 $ libellés, voyage d'études culturelles européennes. 12 000 $ marqués, acompte de véhicule. Chaque retrait a bénéficié à Émilie. Je suis allé directement chez mes parents. Relevé de transactions en main. Je les ai trouvés dans le salon, regardant la télévision. J'ai étalé les papiers sur la table basse. Vous avez volé mon fonds universitaire, ai-je dit. Ma voix est restée calme, mais mes mains tremblaient. Mon père a à peine jeté un coup d'œil aux documents. Nous l'avons emprunté. Émilie avait besoin de choses. Emprunté? Vous avez pris l'argent que mon grand-père a laissé pour mon éducation et l'avez dépensé pour les cotisations de sororité d'Émilie et son voyage en France. Ma mère a soupiré comme si j'étais ennuyeux. Mason, ne sois pas dramatique. Nous avons quand même payé tes études. Tu devrais être reconnaissant que nous ayons fait autant. C'était mon argent. Grand-père l'a laissé spécifiquement pour moi. Mon père s'est alors levé, lui, c'est un M88, et m'a regardé avec mépris. Rien dans cette famille n'est spécifiquement à toi. Mon grand-père, le père de mon père, avait créé ce fonds à ma naissance. Il est décédé quand j'avais 10 ans. Avant de mourir, il m'avait dit que ce fonds couvrirait toutes mes dépenses d'éducation et même plus. Il aurait dû y avoir 70 000 $. Il y avait 8 000 $. J'ai imprimé l'historique des transactions à la banque. Il y avait des retraits réguliers au cours des 3 dernières années. 30 000 $ versés à la sororité nationale Pi Beta Phi. C'était le testament original de mon grand-père daté de 3 mois avant sa mort, notarié et juridiquement contraignant. Dans ce testament, mon grand-père me laissait une propriété en bord de mer à Cannon Beach, Oregon. Le document la décrivait comme un cottage de 3 chambres avec vue sur l'océan, valant environ 1,2 million à l'époque. Il me laissait également un portefeuille d'actions contenant des parts dans diverses entreprises estimées à 200 000 $ à sa mort. Je n'ai jamais rien reçu de tout cela. Mes parents avaient falsifié des documents. Ils avaient revendiqué la propriété comme la leur. Ils l'avaient louée comme propriété de vacances pendant 15 ans, empochant chaque dollar. Ils avaient transféré les actions sur des comptes sous leur contrôle. Ils avaient effacé mon héritage comme s'il n'avait jamais existé. Cette nuit-là, après m'avoir chassé de leur maison, j'ai pris une décision. J'ai apporté ce testament à un avocat. En fait, je l'ai apporté à 3 avocats différents avant de trouver le bon. Son nom était Gérald Hutchkin, un spécialiste des successions et des litiges successoraux avec 30 ans d'expérience. Il a écouté toute mon histoire, a examiné le testament et a prononcé 6 mots qui ont tout changé, nous pouvons arranger cela, Mason. Et assis maintenant dans ma voiture devant le Morton Steakhouse, la lettre de désaveu dans ma poche, j'ai souri. Parce qu'en 6 mois de travail avec Gérald Hutchkin, j'avais monté un dossier si solide que mes parents ne l'ont jamais vu venir. Le rebondissement qu'ils n'attendaient pas. La lettre de désaveu qu'ils venaient de me donner n'était pas une fin. C'était une preuve. Preuve de leur intention de m'exclure définitivement de la famille et de tout actif. Preuve qui renforcerait toutes les réclamations que j'étais sur le point de déposer contre eux. Ils pensaient me humilier une dernière fois. Au lieu de cela, ils venaient de me donner la dernière pièce du puzzle. J'ai traversé Portland, mais pas vers le campus, pas vers la petite chambre de dortoir où mes parents pensaient que je vivais encore. Au lieu de cela, j'ai conduit vers le quartier industriel de l'Est, vers un quartier qu'ils ne visiteraient jamais, et je me suis arrêté devant un modeste immeuble d'appartements. Au cours des 6 derniers mois, j'avais mené une double vie soigneusement construite.
Le jour, j'assistais à mes cours, je rendais mes devoirs et je traversais le campus comme n'importe quel autre étudiant de dernière année. Je souriais aux connaissances. J'étudiais à la bibliothèque. Je présentais l'image de Mason Caldwell, l'étudiant calme en informatique qui s'en sortait à peine. La nuit, je devenais quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un construisant un dossier juridique qui démantèlerait le monde de mes parents brique par brique. J'ai déverrouillé mon appartement, un logement d'une chambre que je louais pour 900 $ par mois, et j'ai jeté ma toge de remise de diplôme sur le canapé. Les murs étaient couverts de documents, de chronologies, de relevés bancaires, de registres de propriété locative, de signatures falsifiées comparées à des signatures légitimes. Chaque pièce à conviction organisée par catégorie et par date. Mon téléphone a sonné. Gérald Hutchkin. Comment ça s'est passé? Sa voix était chaleureuse, grand-paternelle. Exactement ce à quoi mon vrai grand-père aurait pu ressembler s'il avait vécu plus longtemps. Exactement comme prévu. Ils m'ont donné une lettre de désaveu au dîner. Ma sœur a tout enregistré pour se divertir. J'ai tout sur mon enregistreur de montre. Gérald a ri. Incroyable. Ils ne comprennent vraiment pas les conséquences juridiques, n'est-ce pas? Ils pensent qu'ils sont intouchables. Eh bien, ils sont sur le point d'apprendre le contraire. Passez au bureau demain matin, 9 h. Nous allons tout déposer. J'ai raccroché et je me suis assis à ma petite table de cuisine. 6 mois de travail étalés devant moi dans des chemises cartonnées et des classeurs à 3 anneaux. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Après avoir trouvé le testament de mon grand-père, j'ai passé 2 semaines à chercher des avocats. Je ne pouvais pas me permettre les grands cabinets du centre-ville avec leurs honoraires de 1000 $ l'heure. J'avais besoin de quelqu'un de compétent mais disposé à travailler avec un étudiant fauché. J'ai trouvé Gérald par l'intermédiaire d'un service de référence d'aide juridique. Il travaillait normalement avec des vétérans navigants dans les prestations de l'armée, mais une fraude d'État l'a intrigué. Notre première réunion a duré 4 heures. J'ai apporté tout ce que j'avais trouvé. Le testament original, des photos des annonces de la propriété de Cannon Beach en ligne, annoncées comme location de vacances de la famille Caldwell, des relevés bancaires montrant les dépôts de revenus locatifs sur le compte de mes parents. Des documents de transfert d'actions avec des signatures qui ne correspondaient pas à l'écriture de mon grand-père, d'autres papiers que j'avais. Gérald a examiné chaque élément avec un soin méticuleux. Puis il m'a expliqué l'ampleur de ce que mes parents avaient fait. La propriété en bord de mer avait généré un revenu locatif d'environ 90 000 $ par an pendant 15 ans. C'était plus de 1,3 million de dollars qui m'appartenaient légalement, volés et dépensés par mes parents. Le portefeuille d'actions, s'il avait été correctement géré à partir de la date du décès de mon grand-père il y a 12 ans, vaudrait maintenant près de 800 000 $ sur la base des performances du marché. Mais cela a empiré. L'enquête de Gérald, que j'ai payée en travaillant 3 emplois à temps partiel simultanément, a révélé une fraude supplémentaire. Mes parents avaient ouvert des cartes de crédit à mon nom quand j'avais 17 ans. Ils avaient utilisé mon numéro de sécurité sociale pour demander des cartes de magasins de détail, des cartes d'essence, même une Visa avec une limite de 10 000 $. Ils les avaient utilisées au maximum et avaient effectué des paiements minimums, détruisant mon score de crédit avant même que je ne sache que j'en avais un. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai essayé d'ouvrir mon premier compte bancaire, on m'a refusé. Je pensais que c'était une erreur. Ce n'était pas le cas. Mon rapport de crédit montrait des retards de paiement, des soldes élevés et des comptes en souffrance que je n'avais jamais autorisés. Gérald m'a aidé à tout documenter. Nous avons déposé des rapports d'usurpation d'identité auprès des bureaux de crédit. Nous avons rassemblé des relevés montrant des frais que je n'aurais pas pu faire car j'étais en cours au lycée ou à des tournois de débat avec des preuves horodatées. Nous avons monté un dossier d'usurpation d'identité en même temps que la fraude à l'héritage. Pendant 6 mois, j'ai vécu comme un moine. J'ai travaillé mon emploi informatique 20 heures par semaine à 12 $ de l'heure. J'ai donné des cours particuliers en programmation informatique à 25 $ la séance. J'ai fait de la conception de sites web en freelance le week-end pour de petites entreprises locales. Chaque dollar allait aux honoraires d'avocat, aux frais de dépôt au tribunal et aux frais d'enquête. Je mangeais des nouilles ramen et des sandwichs au beurre de cacahuète. Je portais les mêmes 4 tenues en rotation. Je me coupais les cheveux moi-même. J'ai arrêté de sortir avec des amis parce que je ne pouvais pas me permettre une bière à 5 $. J'étudiais dans mon appartement au lieu des cafés pour économiser de l'argent.
Mais j'ai tout documenté. Chaque fois que mes parents oubliaient mon anniversaire tout en organisant une fête extravagante pour Émilie, je le notais avec les dates et les détails. Chaque fois qu'ils se moquaient de ma spécialisation ou me disaient que je gâchais mon potentiel, je l'enregistrais. Chaque commentaire cruel, chaque promesse brisée, chaque moment de négligence émotionnelle allait dans un journal qui est devenu une preuve d'un schéma de mauvais traitement. 2 semaines avant la remise des diplômes, tout s'est mis en place. Le tribunal a statué sur nos premières requêtes, le juge a examiné les preuves, étudié le testament, comparé les signatures, et a rendu un jugement scellé en ma faveur. Mais le jugement ne serait exécuté que lorsque je choisirais de le déclencher. Gérald m'a conseillé d'attendre. Laissez-les penser qu'ils ont gagné, a-t-il dit. Laissez-les se sentir à l'aise. Les gens arrogants commettent des erreurs lorsqu'ils se sentent invincibles. Alors, j'ai semé une graine. 3 semaines avant la remise des diplômes, j'ai mentionné à ma mère, lors de l'un de nos rares appels téléphoniques, qu'il serait agréable d'avoir un dîner de famille pour la remise des diplômes. Juste une suggestion, rien de plus. Je savais que sa personnalité narcissique en ferait une opportunité. Une opportunité de me rappeler une dernière fois que je n'étais pas à la hauteur. Une opportunité de m'humilier publiquement. Elle a mordu à l'hameçon exactement comme je l'avais prédit et ce soir-là, ils ont livré. La lettre de désaveu était légalement insignifiante. J'ai 22 ans, je suis un adulte. Ils ne peuvent désavouer un enfant adulte de rien, sauf de leurs affections personnelles, que je n'ai de toute façon jamais eues. Mais cette lettre, combinée à l'annonce de ma mère, de nous tous, a créé une trace écrite de l'intention. L'intention de me frauder de mon héritage. L'intention de m'exclure définitivement des biens familiaux. L'intention de causer un préjudice émotionnel pour leur divertissement. L'enregistrement sur ma montre a tout capturé. Le sourire satisfait de ma mère. Le rictus de mon père. Le téléphone d'Émilie tenu en l'air, documentant ma réaction. Les rires des proches qui pensaient que c'était un comportement acceptable. Tout cela recevable comme preuve. Le rebondissement qu'ils n'ont jamais vu venir. Je voulais que ce dîner ait lieu. J'ai orchestré l'événement même qu'ils pensaient contrôler. Ils croyaient qu'ils livraient une humiliation finale. Au lieu de cela, ils m'ont donné l'arme fumante qui allait faire exploser toute leur défense. J'ai enlevé ma montre de mon poignet et je l'ai connectée à mon ordinateur portable. Le fichier vidéo a été téléchargé en quelques secondes. Audio clair, vidéo claire de toute la pièce. La voix de ma mère disant « Tu n'as jamais vraiment fait partie de cette famille de toute façon ». Mon père ajoutant « Cela ne fait que l'officialiser ». Parfait. J'ai envoyé le fichier à Gérald avec un simple objet, dernière preuve ci-jointe. Il a répondu en quelques minutes. Excellent travail, Mason. À demain à 9 h. Demain, nous agissons. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai fermé les yeux. Demain, des shérifs frapperaient à la porte de mes parents avec des documents légaux qui briseraient leur monde confortable. Demain, ils apprendraient que le fils qu'ils avaient rejeté et rabaissé avait passé 6 mois à construire un dossier qu'ils ne pouvaient pas combattre. Demain, la justice commencerait. Mais ce soir, je me suis permis un moment de satisfaction tranquille, pas de vengeance, pas de cruauté, juste la connaissance que je m'étais défendu en utilisant l'intelligence, la patience et la loi. Mon grand-père aurait été fier. À 9 h le lendemain matin, j'étais assis dans le bureau de Gérald Hutchkin, au 3e étage d'un modeste immeuble du centre-ville. Sa parajuriste, une femme intelligente nommée Carla, avait déjà préparé tous les documents de dépôt. Des piles de papiers juridiques couvraient la table de conférence. Gérald a examiné l'enregistrement de la montre du dîner de la nuit dernière. Il a regardé le tout en silence, son expression s'assombrissant à chaque minute qui passait. Quand ma mère a annoncé le désaveu avec ce sourire satisfait, Gérald a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux. 22 ans de ça, a-t-il dit doucement. 22 ans à te faire sentir sans valeur et il pense que c'est drôle. Ça aide le dossier, ai-je demandé. L'aider, Mason ? Cet enregistrement combiné à la lettre de désaveu prouve l'intention malveillante. Ils n'ont pas seulement caché ton héritage par négligence ou mauvaise tenue des dossiers. Ils ont délibérément et systématiquement détruit ta relation avec eux tout en volant ce que ton grand-père t'a laissé. Cela élève tout. Carla a pris la parole. Nous intentons 4 actions distinctes. Premièrement,
le transfert immédiat de la propriété de Cannon Beach à Mason avec une comptabilité complète de tous les revenus locatifs pendant 15 ans plus les intérêts. Deuxièmement, le transfert de tous les portefeuilles d'actions avec la comptabilité de la croissance que Mason aurait reçue. Troisièmement, des accusations pénales d'usurpation d'identité pour les cartes de crédit. Quatrièmement, une action civile pour détresse émotionnelle et fraude. Gérald a hoché la tête. Le bureau du shérif a des adjoints prêts. Tes parents seront servis simultanément à leur domicile et à leur bureau immobilier. La valeur de choc est intentionnelle. Nous voulons qu'ils se débattent. Quand, ai-je demandé? Midi aujourd'hui. Dans 2 heures. Mon estomac s'est serré. C'était réel. Après 6 mois de préparation, nous faisions vraiment ça. Mason, a dit Gérald, se penchant. Une fois que nous aurons déposé, il n'y aura pas de retour en arrière. Tes parents se battront. Ils embaucheront des avocats coûteux. Ils essaieront de détruire ta crédibilité. Ils rendront ça moche. Es-tu absolument certain? J'ai pensé à chaque anniversaire qu'ils ont oublié. Chaque cérémonie de remise de prix qu'ils ont manqué. Chaque fois qu'ils m'ont dit que je n'étais pas assez bien, chaque dollar qu'ils ont volé à mon éducation, chaque carte de crédit qu'ils ont ouverte à mon nom, chaque année où ils ont perçu un loyer sur une propriété que mon grand-père m'avait destinée. Je suis certain, ai-je dit. Bien. Procédons. À midi pile, mon téléphone a commencé à sonner. Le nom de mon père clignotait sur l'écran. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Il a sonné à nouveau immédiatement. Puis ma mère a appelé, puis mon père encore. En 10 minutes, j'ai reçu 14 appels. J'ai écouté le premier message vocal sur haut-parleur pour que Gérald et Carla puissent entendre. La voix de mon père était pure rage. Espèce de petit déchet ingrat. Tu penses que tu peux poursuivre ta propre famille? Tu penses que tu peux t'en prendre à ce que j'ai bâti? Je vais te détruire, Mason. Je vais t'enterrer sous les frais de justice jusqu'à ce que tu sois en faillite. Tu regretteras ça pour le reste de ta vie pathétique. Tu m'entends? Tu es fini. Fini. Je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais dans cet état. Le message s'est terminé. Gérald a levé les sourcils. Langage menaçant. Ça aura fière allure au tribunal. Garde tout ça. Le message vocal de ma mère était différent. Elle pleurait, sa voix brisée par les sanglots. Mason, bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pense à la famille. Pense à ta sœur. Cela nous détruira. Nous pouvons en parler. Nous pouvons trouver une solution. Rappelle-moi, s'il te plaît, mon chéri. Je t'en supplie. Carla a reniflé. Maintenant elle l'appelle mon chéri. Où était cette énergie pendant 22 ans? D'autres appels sont arrivés. Émilie a envoyé une salve de SMS. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bon sang? Tu essaies de voler maman et papa. Ils t'ont tout donné et c'est comme ça que tu les remercies? Tu es un être humain dégoûtant. J'espère que tu es heureux de détruire cette famille. Tout le monde saura quel monstre égoïste tu es. Je les ai tous bloqués. Chaque numéro, chaque contact. Je n'avais plus besoin de leur voix dans ma tête. Le téléphone de Gérald a sonné. Il a répondu, a écouté et a souri. Merci, shérif. Oui, tout a été servi avec succès. J'apprécie votre aide. Il a raccroché et m'a fait un signe de tête. Les 2 lieux confirmés. Tes parents ont les documents. Leur bureau immobilier a été servi devant des clients et des employés. Impact maximal. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, ils paniquent. Ils appelleront des avocats, probablement plusieurs. Ils s'efforceront de comprendre l'étendue de ce que nous avons déposé. D'ici la fin de la journée ouvrable, nous recevrons probablement un appel de leur représentation légale. Et Mason, quand cela arrivera, tu ne dis rien à personne, sauf par mon intermédiaire. Pas un mot. Compris? Compris. Je quittai le bureau de Gérald et pris la route de Cannon Beach, 160 km de côte. Près de 2 heures. Je n'avais jamais vu la propriété que mon grand-père m'avait léguée. Mes parents m'en avaient tenu éloigné toute ma vie, affirmant qu'elle était constamment louée ou en rénovation,
ou qu'elle n'était pas adaptée aux visiteurs. Je me suis arrêté à l'adresse indiquée dans le testament. Un magnifique cottage se trouvait à 50 mètres de l'océan, entouré de pins maritimes et d'herbes de plage, avec des bardeaux de cèdre patinés, un porche enveloppant, de grandes fenêtres face à l'eau, le genre d'endroit dont les gens rêvent. Mon grand-père l'avait possédé et me l'avait laissé. J'ai utilisé la clé que Gérald avait obtenue grâce à l'ordonnance du tribunal. La porte s'est ouverte sur un salon figé dans le temps. Des meubles des années 1980, des photos de famille sur les murs, et là, au-dessus de la cheminée, un portrait de mon grand-père tenant un petit garçon. Moi. J'avais peut-être 4 ans sur la photo. Mon grand-père me tenait sur ses épaules, nous sourions tous les deux à la caméra. Je n'avais aucun souvenir de ce moment, mais l'amour dans son expression était indéniable. J'ai traversé la maison lentement. 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine avec vue sur l'océan. Tout était propre, mais daté, préservé exactement comme il l'avait été à la mort de mon grand-père. Mes parents l'avaient loué, meublé, n'ayant apparemment jamais pris la peine de retirer ses effets personnels. Dans la chambre principale, j'ai trouvé un bureau, et dans le tiroir du bureau, j'ai trouvé des journaux. L'écriture de mon grand-père remplissait page après page. Je me suis assis sur le lit et j'ai commencé à lire. La plupart des entrées étaient banales. Des notes sur l'entretien de la propriété, des parties de pêche, des observations sur les oiseaux et les marées. Mais éparpillées se trouvaient des entrées sur la famille, sur mon père, sur moi. Une entrée datée de 18 mois avant la mort de mon grand-père m'a glacé le sang. Richard est passé aujourd'hui pour se renseigner sur la valeur de la propriété. Il veut que je la vende et que je lui donne l'argent pour un nouveau projet de développement. J'ai refusé. Cette maison est pour Mason. Richard ne comprend pas que certaines choses sont plus importantes que l'argent. Il est devenu dur. Patricia l'aggrave. Il ne se soucie que du statut et de l'apparence. Ils élèvent Émilie de la même manière. Mais Mason est différent. Il a la douceur et la curiosité du défunt père de Patricia. Il pose des questions sur tout. Il veut comprendre comment le monde fonctionne. Je me reconnais en lui. Cette maison sera la sienne un jour. Il en aura besoin. Il aura besoin d'un endroit pour leur échapper. Mes mains tremblaient en tenant le journal. Mon grand-père savait. Il comprenait le genre de personne qu'étaient mes parents. Il a essayé de me protéger de la seule façon qu'il pouvait. J'ai continué à lire. D'autres entrées brossaient un tableau de l'inquiétude croissante de mon grand-père concernant les pratiques commerciales de mon père et l'ascension sociale de ma mère. Il s'inquiétait de la façon dont il me traitait. Il a documenté des conversations où il se plaignait de mes intérêts et de ma personnalité. Puis j'ai trouvé une entrée datée de 2 mois avant sa mort. J'ai mis à jour mon testament. La maison de plage va à Mason avec le portefeuille d'actions. J'ai également créé une fiducie qui arrive à échéance lorsqu'il aura 25 ans. Richard sera furieux, mais c'est juste. Mason aura besoin de ses ressources pour construire une vie indépendante de ses parents. J'en ai parlé à Sarah. Elle a promis de veiller sur lui si Richard tentait quoi que ce soit de malhonnête. Je suis en paix avec cette décision. Sarah, la sœur cadette de ma mère. Je la connaissais à peine. Elle vivait à Boston et venait rarement. Pourquoi mon grand-père lui ferait-il confiance ? J'étais sur le point de continuer à lire quand quelque chose est tombé du journal. Une petite clé scotchée à un morceau de papier. L'écriture de mon grand-père sur le papier, pour Mason quand il sera prêt. Bank of the Pacific. Boîte 317. Un coffre-fort. Mon grand-père m'avait laissé autre chose. Quelque chose dont mes parents ne savaient rien. Le rebondissement m'a frappé comme une vague. Il y avait plus. Plus d'argent, plus de preuves, plus de ressources que je n'avais pas encore découvertes. Mon grand-père avait été encore plus minutieux que je ne l'avais imaginé. J'ai attrapé la clé et le journal et je suis retourné à ma voiture. La Bank of the Pacific avait une succursale au centre-ville de Portland. Je pouvais y être avant la fermeture. Ce n'était pas fini. En fait, cela ne faisait que commencer. La Bank of the Pacific se trouvait à un coin du quartier financier, tout en verre et en granit poli. J'y suis entré, tenant la clé et mon permis de conduire, me sentant comme si j'étais sur le point d'ouvrir un coffre au trésor dans une histoire d'aventure. La directrice de la banque, une femme nommée Hélène, a examiné la clé et vérifié ses registres.
Le coffre 317 a été ouvert par Robert Caldwell il y a 12 ans. Il n'a pas été touché depuis. Je devrais vérifier votre identité. J'ai fourni mon permis et répondu aux questions de sécurité. Hélène m'a conduit au coffre-fort, une pièce à température contrôlée bordée de boîtes métalliques. Elle a utilisé sa clé principale et ma clé ensemble pour ouvrir le coffre 317, puis m'a laissé seul dans une salle de visualisation privée. À l'intérieur du coffre, une épaisse enveloppe, des certificats d'action sous pochette en plastique et une autre lettre de mon grand-père. Mes mains tremblaient en ouvrant la lettre. Cher Mason, si tu lis ceci, je suis parti et tu es assez vieux pour avoir besoin de ce que je t'ai laissé. J'espère que Richard a fait ce qu'il fallait et t'a donné la maison de plage et les actions que j'ai laissées dans mon testament. Mais connaissant mon fils, il a probablement essayé de tout garder. C'est pourquoi j'ai créé cette sauvegarde. Dans ce coffre, tu trouveras 500 000 $ en certificats d'action pour des entreprises que je crois vont croître considérablement. Ceux-ci sont distincts des actions mentionnées dans mon testament. La documentation d'un fonds fiduciaire contenant 200 000 $ qui arrive à échéance lorsque tu auras 25 ans. Cela s'ajoute à tout le reste. Et enfin, les preuves que j'ai recueillies sur les pratiques commerciales de Richard. Utilise-les si tu en as besoin. Je t'aime, Mason. Tu as été la meilleure partie de ma vie pendant ces dernières années. Sois fort. Sois honnête. Ne sois rien comme ton père. Ton grand-père, Robert. J'ai sorti les certificats d'action. Microsoft, Apple, Amazon, Google. 500 000 $ investis au début des années 2000 dans des entreprises qui avaient depuis explosé en valeur. Un calcul rapide dans ma tête suggérait que ces actions valaient maintenant plus de 2 millions de $. La documentation du fonds fiduciaire était ensuite 200 000 $ détenus dans une institution financière à Seattle, arrivant à échéance lorsque j'aurai 25 ans. Dans 3 ans, je recevrai cet argent automatiquement. Puis j'ai trouvé les preuves que mon grand-père avait mentionnées. Un dossier contenait des copies de documents liés aux transactions commerciales de mon père. Des déclarations de revenus avec des déductions douteuses, des contrats avec des dépenses gonflées et des clauses de pot de vin, des relevés bancaires montrant de l'argent transféré par des sociétés écrans pour éviter les impôts. Mon grand-père avait documenté des années de pratiques douteuses de mon père. Il ne s'agissait plus seulement de mon héritage. C'était une preuve qui pouvait envoyer mon père en prison pour évasion fiscale et fraude. Je me suis assis dans cette salle de visionnage pendant 20 minutes, traitant toutes les informations. Mon grand-père avait été incroyablement minutieux. Il savait que son fils était corrompu. Il savait que mes parents essaieraient de me tromper, alors il a construit plusieurs couches de protection. La maison de plage et les actions du testament, ses actions et ce fonds fiduciaire caché, et des preuves à utiliser comme levier si nécessaire. J'ai tout rassemblé, j'ai signé les papiers pour transférer officiellement la propriété du coffre à mon nom, et j'ai conduit directement au bureau de Gérald. Il a tout écouté, examiné les documents, et a même ri. Ton grand-père était un génie stratégique. Il a construit une forteresse juridique autour de toi, et tes parents ne l'ont jamais su. Que faisons-nous avec les preuves concernant les pratiques commerciales de mon père? Nous les gardons pour l'instant. C'est un levier. S'ils se battent salement, nous passons au nucléaire. Au cours des 2 jours suivants, la réponse de mes parents a pris forme. Ils ont engagé une équipe juridique de Seattle, 3 avocats d'un des plus grands cabinets du nord-ouest du Pacifique, le genre de cabinet qui facture 800 $ de l'heure. Leurs avocats ont contacté Gérald avec une offre de règlement. Il me donnerait la maison de plage si je retirais toutes les autres réclamations. Pas de revenus locatifs, pas d'actions, pas d'accusation d'usurpation d'identité, juste la maison. Gérald m'a présenté l'offre dans son bureau. Que voulez-vous faire? Contre-offre, ai-je dit. Je veux la maison de plage, tous les revenus locatifs avec intérêt, les 2 portefeuilles d'actions, des excuses publiques, et ils doivent payer pour réparer les dommages au crédit suite à l'usurpation d'identité. Ils refuseront. Je sais, mais je veux qu'ils comprennent que je ne négocie pas en position de faiblesse. Gérald a livré ma contre-offre. Comme prévu, mes parents ont refusé. Leurs avocats ont renvoyé une lettre menaçante suggérant que si je n'acceptais pas leur offre généreuse, ils se défendraient vigoureusement contre ces allégations sans fondement et demanderaient des sanctions contre moi pour avoir intenté des poursuites frivoles. Pendant ce temps, mes parents ont lancé un autre type d'attaque.
Ils ont lancé une campagne de dénigrement auprès de la famille élargie et de leur cercle social. Des appels téléphoniques ont été envoyés à des tantes, des oncles, des cousins. Mason ment. Mason est avide. Mason a fait une dépression nerveuse et fait des accusations folles. Nous n'avons été que généreux envers lui et c'est ainsi qu'il nous rembourse. Ma tante Julie m'a appelé en pleurant. Mason, chérie, ta mère dit que tu essaies de voler leurs économies de retraite. Elle dit que tu réclames des millions de dollars qui n'existent pas. Ça ne te ressemble pas. Que se passe-t-il vraiment? J'ai calmement expliqué la situation, le testament caché, les revenus locatifs volés, l'usurpation d'identité. J'ai proposé de lui envoyer des copies des documents légaux. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis, oh mon Dieu, Mason, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée. Ta mère a fait croire que tu faisais une sorte de crise. Je ne fais pas de crise, tante Julie. Je ne fais que réclamer ce qui m'appartient légalement. D'autres proches n'étaient pas aussi compréhensifs. Mon oncle Thomas, le frère de mon père, m'a laissé un message vocal purement venimeux. Espèce de petit voyou. Tu penses que tu peux t'en prendre à ton propre père? La famille, ça veut dire quelque chose, Mason. Mais tu ne le saurais pas, n'est-ce pas? Tu as toujours été un gamin égoïste et ingrat. Si je te vois, nous aurons une conversation très désagréable. J'ai aussi sauvegardé ce message vocal. D'autres preuves de l'hostilité de la famille. Puis Émilie a fait son coup sur les réseaux sociaux. Elle a posté sur Instagram avec une longue légende expliquant comment j'essayais de détruire notre famille pour de l'argent et comment certaines personnes ne supportent pas le succès, alors elle rabaisse les autres. Elle a inclus la vidéo de la nuit de remise des diplômes. Mon visage alors que j'ouvrais la lettre de désaveu, le moment soigneusement édité pour retirer le contexte, faisant croire que j'étais simplement contrarié par un désaccord familial normal. La publication a reçu des centaines de commentaires, la plupart de ses sœurs de sororité et amis du lycée qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait réellement. Ton frère est tellement ingrat. La famille est tout. Comment a-t-il pu faire ça? Reste forte, Émilie. Tu n'as pas besoin de cette négativité. Mais certains commentaires étaient différents. Des gens qui avaient réellement regardé la vidéo attentivement et avaient vu la cruauté. Attendez, ils lui ont donné une lettre de désaveu lors de son dîner de remise des diplômes? C'est n'importe quoi. Pourquoi filmait-elle sa réaction comme si c'était un divertissement? Cela semble vraiment cruel, peu importe l'objet de la dispute. Qui désavoue son enfant dans un restaurant? La publication a commencé à se retourner contre elle. Plus de gens ont commencé à se demander pourquoi une famille ferait quelque chose d'aussi publiquement humiliant. Émilie l'a supprimé en 6 heures, mais des captures d'écran s'étaient déjà répandues. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Des amis de la famille ont commencé à me contacter en privé. Des gens qui avaient connu mon grand-père. Des gens qui m'avaient vu grandir et avaient remarqué à quel point mes parents me traitaient différemment d'Émilie. L'un d'eux était Frank Morrison, le partenaire commercial de mon grand-père pendant 30 ans. Il m'a appelé directement. Mason, ton grand-père m'a parlé de la maison de plage. Il m'a dit qu'il te l'a laissée parce qu'il savait que Richard ne pouvait pas être de confiance. J'aurais dû vérifier ça il y a des années. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Ce n'est pas votre faute, Frank. Je veux aider. Je témoignerai si vous avez besoin de moi. Je peux parler des intentions de votre grand-père et du caractère de votre père. Robert était mon meilleur ami. Il voudrait que je fasse ça. Frank est devenu mon premier témoin de moralité. D'autres ont suivi. Des gens qui se souvenaient de l'amour de mon grand-père pour moi. Des gens qui avaient vu la froideur de mes parents au fil des ans. Le dossier devenait plus solide chaque jour. Puis vint l'audience du tribunal pour une ordonnance de non-communication temporaire. Mes parents avaient déposé une requête pour m'exclure de la propriété de la plage, affirmant que j'occupais illégalement leurs biens. L'audience eut lieu devant la juge Sarah Martinez, une femme sans fioriture d'une 50aine d'années, réputée pour détester les jeux juridiques. L'avocat principal de mes parents, un homme nommé Douglas Brennan, a soutenu que j'occupais illégalement une propriété qui appartenait à mes parents par des années de possession établies. Gérald se leva et démantela calmement l'argument. Il présenta le testament original. Il présenta les documents de transfert falsifiés avec une analyse des signatures montrant qu'elles étaient frauduleuses.
Il présenta les registres des revenus locatifs. La juge Martinez écouta avec un mécontentement croissant. Puis elle posa la question qui changea tout. Monsieur Brennan, êtes-vous en train de me dire que vos clients ont perçu des loyers sur une propriété qui a été léguée au demandeur par son grand-père décédé? Brennan balbutia. Votre honneur, la situation est complexe. Il y a des questions sur la validité de ce testament. Question. Je vois un testament notarié avec un langage clair. Je vois des preuves que vos clients ont falsifié des documents. Où sont ces questions? Puis Brennan fit une erreur critique. Il appela Emily à témoigner. Pensant qu'elle pourrait fournir un témoignage sur la dynamique familiale qui me ferait passer pour quelqu'un de mal. Emily prit la barre vêtue d'une robe chère et de talons. Elle avait l'air confiante, préparée. Le contre-interrogatoire de Gérald commença en douceur. Emily, saviez-vous que votre grand-père possédait une maison de plage à Cannon Beach? Oui. Vos parents ont-ils déjà discuté de qui a hérité de cette propriété à la mort de votre grand-père? Ils ont dit que ça leur revenait. Ont-ils déjà mentionné que le testament la laissait à votre frère, Mason? Elle hésita. Non, jamais. Pas une seule fois en 12 ans. Non. Gérald sortit un document. J'ai ici un échange de SMS entre vous et votre mère d'il y a 3 ans. Puis-je le lire? Le juge hocha la tête. Gérald lut. Emily, 15 octobre, il y a 3 ans. Vous avez envoyé un SMS à votre mère. Quand je serai diplômé, puis-je avoir la maison de plage pour un week-end de sororité? Votre mère a répondu, nous verrons. Cette propriété est compliquée. Techniquement, elle était censée revenir à Mason, mais nous la gérons. Vous avez répondu, lol. Mason n'a pas besoin d'une maison de plage. Peut-elle être à moi? Éventuellement? Votre mère a dit, éventuellement. Oui. La salle d'audience devint silencieuse. Le visage d'Emily devint rouge. Donc, vous saviez que la propriété était censée revenir à Mason, dit Gérald doucement. C'était juste. Je ne comprenais pas vraiment. Vous avez suffisamment compris pour demander à votre mère si vous pouviez l'avoir à la place. Vous saviez que l'héritage de votre frère lui était caché et vous le vouliez pour vous-même. Emily commença à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient des larmes d'embarras et de colère d'avoir été prises. L'expression du juge s'édurcit. Descendez de la barre, mademoiselle Caldwell. Emily a pratiquement couru hors de la barre des témoins. La juge Martinez n'a même pas pris la peine de délibérer. Je statue en faveur du demandeur sur tous les points liés à la propriété. Monsieur Caldwell, vous est accordé la pleine possession immédiate de la propriété de Cannon Beach. Je gèle également les actifs des défendeurs liés aux revenus locatifs en attendant une comptabilité complète. De plus, je renvoie cette affaire au bureau du procureur de district pour d'éventuelles accusations de fraude. Cela semble être un cas clair de vol d'héritage et de falsification de documents. Elle a frappé son marteau. L'audience est levée. Le visage de mon père devint violet. Ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Emily pleurait toujours dans le public. Je suis sorti de cette salle d'audience avec Gérald et pour la première fois en 6 mois, j'ai ressenti quelque chose de proche de la victoire. Le rebondissement qui a choqué tout le monde. Les propres mots d'Emily, ses propres SMS, avaient prouvé que mes parents avaient sciemment volé mon héritage et prévoyaient de le lui donner à la place. Elle avait détruit leur défense en moins de 5 minutes de témoignage. La justice arrivait, et ma famille a enfin compris que je ne reculerais pas. La semaine suivant l'audience, le monde de mes parents commença à s'effondrer au ralenti. Les partenaires commerciaux de Richard commencèrent à poser des questions. S'il avait falsifié des documents pour voler son propre fils, qu'avait-il pu falsifier d'autres? 3 clients majeurs retirèrent leur contrat, citant des préoccupations concernant les pratiques éthiques. Son chef de bureau démissionna, ne voulant pas être associé au scandale. Les amis du club de golf de Patricia devinrent soudainement indisponibles pour le déjeuner. Le réseau de potins qui avait soutenu sa vie sociale pendant 20 ans se retourna contre elle. Les mêmes femmes qui l'avaient aidé à se moquer de moi derrière mon dos chuchotaient maintenant sur son éducation et son caractère. Pendant ce temps, je m'installais définitivement dans la maison de plage. J'embauchais une société de gestion immobilière d'Atoria pour gérer professionnellement les futures locations.
J'aménageais la maison exactement comme je le voulais. C'était ma maison maintenant, mon sanctuaire. Le rebondissement qui a choqué tout le monde. Les propres mots d'Émilie, ses propres SMS, avaient prouvé que mes parents avaient sciemment volé mon héritage et prévoyaient de le lui donner à la place. Elle avait détruit leur défense en moins de 5 minutes de témoignage. La justice arrivait, et ma famille a enfin compris que je ne reculerais pas. L'enquêteur m'a suivi pendant 2 semaines, m'a photographié, a interrogé des gens que je connaissais. Il cherchait n'importe quoi. Consommation de drogue, irrégularité financière, malhonnêteté scolaire, problèmes relationnels, n'importe quoi pour me discréditer au tribunal. Il n'a rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver. J'avais mené une vie calme et honnête. J'étudiais, je travaillais, je payais mes factures. Je n'avais pas de casier judiciaire, pas de scandale, pas de secret. Le rapport de l'enquêteur, que Gérald a obtenu par la procédure de découverte, était presque comique. Sujet maintient un emploi du temps régulier, assiste aux cours, travaille à temps partiel, a une vie sociale limitée. Aucune preuve d'abus de substances, d'activité criminelle ou de manquements moraux. Le sujet semble être un étudiant diplômé normal. Mon père a payé $8 000 à cet enquêteur pour apprendre que j'étais ennuyeux. Puis Richard fit l'erreur qui allait lui coûter tout. Désespéré d'arrêter l'affaire, il tenta de soudoyer la juge Martinez. Il utilisa un intermédiaire, un ancien collègue qui connaissait des gens au palais de justice du comté. L'intermédiaire s'approcha de la greffière de la juge avec une enveloppe contenant $200 000 en espèces et une note suggérant que la juge pourrait vouloir reconsidérer ses décisions dans l'affaire Caldwell. La greffière le signala immédiatement. L'intermédiaire, face à ses propres accusations criminelles, dénonça Richard en quelques heures. Des enquêteurs fédéraux s'impliquèrent. La tentative de corruption d'un juge est un crime fédéral. Le FBI se présenta au bureau de Richard avec un mandat. Gérald m'appela avec la nouvelle. Mason, ton père vient de prendre la pire décision de sa vie. Il fait maintenant face à des accusations fédérales. Cela dépasse notre affaire civile. C'est de la prison ferme. L'équipe juridique coûteuse de Seattle démissionna immédiatement. Aucun cabinet d'avocats réputé ne veut représenter un client faisant face à des accusations fédérales de corruption. C'est terrible pour leur réputation et généralement une affaire perdue. Mes parents étaient seuls. 3 jours plus tard, ma mère m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Mason, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Juste un café, juste nous deux. Gérald me l'avait déconseillé. Elle va essayer de te manipuler. Ne lui donne pas l'occasion, mais je voulais entendre ce qu'elle avait à dire. J'ai accepté de la rencontrer dans un café en terrain neutre, et j'ai enregistré toute la conversation sur mon téléphone. Patricia arriva l'air plus petite, en quelque sorte. Elle ne portait pas ses vêtements de créateur habituels ni son maquillage parfait. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée, presque fragile. Nous nous sommes assis avec nos cafés. Elle a commencé à pleurer immédiatement. Mason, je suis tellement désolé. Je sais que nous t'avons fait du mal. Je sais que nous avions tort. Ton père, il contrôlait tout. J'avais peur de prendre la parole. J'aurais dû te protéger et je ne l'ai pas fait. Je suis une mère terrible. J'ai écouté sans expression. Elle a continué. Je t'aime, Mason. Je t'ai toujours aimé. Je ne savais juste pas comment te le montrer. Ton père a des idées très précises sur la façon dont les hommes devraient être, et tu n'étais jamais ce qu'il voulait. J'aurais dû prendre ta défense. J'étais faible. Pourquoi as-tu dit à tout le monde lors de ma remise de diplôme en 8e année que j'étais une honte, ai-je demandé doucement. Elle a cligné des yeux. Quoi? 8e année? J'ai remporté le prix d'excellence académique. Tu as dit à tante Julie et à madame Henderson de la maison d'à côté que c'était embarrassant à quel point je me souciais des notes au lieu du sport. J'étais juste derrière toi. J'ai entendu chaque mot. Son visage s'est effondré. Mason. Je ne me souviens pas de ça. Pourquoi as-tu ri quand Emily m'a traité de loser à Thanksgiving il y a 4 ans? Je n'ai pas ri de ça. Tu l'as fait. Elle a dit que j'étais un loser pour avoir étudié l'informatique au lieu du commerce. Tu as ri et dit, eh bien, il a toujours fait les choses de la manière difficile.
Tout le monde à table t'a entendu. Patricia n'avait pas de réponse. Pourquoi as-tu volé $7000 de mon fonds universitaire que mon grand-père a laissé spécifiquement pour mon éducation? Nous ne l'avons pas volé. Nous l'avons emprunté. Nous allions le rembourser. Vous avez eu 4 ans pour le rembourser. Vous ne l'avez jamais fait. Vous l'avez dépensé pour la sororité d'Émilie et son voyage en Europe pendant que je travaillais 3 emplois pour me payer des manuels. Les larmes ont cessé. Son expression est passée d'apologétique à défensive. Tu ne comprends pas ce que c'est de maintenir les apparences dans cette ville. Les clubs, les œuvres de bienfaisance, les attentes. Émilie avait besoin de ces expériences pour établir des connexions. Et moi, j'avais besoin de l'argent que mon grand-père m'a laissé pour mon éducation. Tu allais toujours bien te débrouiller, Mason. Tu es intelligent. Tu n'as pas besoin d'argent comme Émilie. Voilà. La vérité sous toutes les larmes et les excuses. Je me suis penché en avant. Laissez-moi vous dire ce que je comprends, maman. Je comprends que vous avez fait des choix chaque jour pendant 22 ans. Vous avez choisi de me traiter comme si je n'existais pas. Vous avez choisi de privilégier les désirs d'Émilie plutôt que mes besoins. Vous avez choisi de voler mon héritage. Vous avez choisi d'ouvrir des cartes de crédit à mon nom et de détruire mon crédit. C'était vos choix. Nous essayons de faire ce qui était le mieux pour la famille. Non, vous faisiez ce qui était le plus facile pour vous, et maintenant vous devez vivre avec les conséquences. Ses larmes se sont transformées en colère. Le masque est tombé complètement. Tu le regretteras, Mason. Tu détruis cette famille. Ton père pourrait aller en prison à cause de toi. Émilie pourrait devoir abandonner l'université. Et pourquoi? De l'argent? Une maison? Tu as toujours été égoïste. Je me suis levé. Je ne détruis pas cette famille. Vous l'avez déjà fait. Je refuse simplement d'être détruit avec elle. Je suis sorti de ce café et j'ai bloqué son numéro. 2 jours plus tard, Émilie se présenta à la maison de plage. Elle était ivre, trébuchant sur les marches du porche à 23 heures. J'ouvris la porte. Elle avait l'air affreuse. Cheveux en bataille, maquillage bavé. Elle sentait la tequila. Tu as tout ruiné, balbutia-t-elle. Maman et papa sont fauchés. Ils ont dû vendre la maison. Je dois quitter l'USC car nous ne pouvons plus nous le permettre. Tout ça parce que tu es un salaud avide et égoïste. Émilie, tu dois partir. Tu avais tout. Tu es si intelligent. Tout le monde l'a toujours dit. Tu aurais pu faire n'importe quoi. Mais tu as dû tout nous prendre aussi. J'ai pris ce qui m'appartenait légalement. C'est tout ce qui est légalement à toi. Elle a raillé. Tu parles comme un avocat. Tu sais quoi? Je suis contente qu'il te déteste. Tu le méritais. Elle a essayé de me dépasser pour entrer dans la maison. J'ai reculé et j'ai fermement fermé la porte entre nous. Par Émilie maintenant ou j'appelle la police. Elle m'a hurlé des obscénités à travers la porte pendant 5 minutes. Puis je l'ai entendu trébucher jusqu'à sa voiture. Le lendemain matin, j'ai trouvé de profondes rayures le long du côté conducteur de ma Honda. Elle l'avait griffé, la peinture jusqu'au métal nu. J'ai déposé un rapport de police et l'ai ajouté au dossier de preuves croissant. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email qui a tout changé à nouveau. L'expéditeur était Sarah Brennan, la sœur cadette de ma mère, ma tante qui vivait à Boston, que je connaissais à peine. L'email disait, « Cher Mason, nous n'avons pas beaucoup parlé au fil des ans, et c'est ma faute. Je me suis éloigné de ta mère et de toute cette dynamique familiale il y a longtemps, mais j'ai suivi ta situation, et je dois te dire quelque chose d'important. Il y a 25 ans, j'ai vécu presque exactement ce que tu vis maintenant. Ta grand-mère, ma mère, était toxique et manipulatrice, tout comme Patricia. J'étais le bouc émissaire dans notre famille, comme tu le es dans la tienne. Elles nous montaient l'une contre l'autre, Patricia et moi, favorisé Patricia et m'a maltraité émotionnellement pendant des années. Quand notre mère est morte, Patricia et moi nous sommes battus pour l'héritage. Patricia a gagné parce qu'elle avait tout le pouvoir et les relations. Je suis parti avec presque rien et j'ai reconstruit ma vie à partir de zéro. Je veux que tu saches que tu fais ce qu'il faut. Te défendre est le choix le plus difficile et le plus courageux que tu puisses faire.
Je te contacte également parce que ton grand-père m'a contacté avant de mourir. Il m'a parlé de te laisser la maison de plage et les actions. Il m'a demandé de veiller sur toi si Richard et Patricia essayaient de te tromper. J'ai échoué à cela et je suis désolé. J'aurais dû vérifier il y a des années, mais je peux aider maintenant. Je suis une capitale risqueuse. Mon cabinet gère environ 40 millions d'investissements. Si tu as des idées commerciales, des projets que tu veux poursuivre, je peux fournir un financement de démarrage et un mentorat. Plus important encore, je suis prête à témoigner dans ton dossier. Je peux parler du schéma générationnel d'abus dans notre famille. Je peux valider tout ce que tu as vécu. S'il te plaît, appelle-moi. Laisse-moi t'aider. Tu n'es pas seul. Ta tante Sarah. J'ai lu l'email 3 fois. La sœur de ma mère, quelqu'un qui avait traversé cette situation exacte, quelqu'un qui comprenait, et elle offrait non seulement un soutien émotionnel, mais une aide pratique réelle. J'ai appelé le numéro qu'elle avait fourni. Elle a répondu dès la première sonnerie. Mason, je suis tellement contente que tu aies appelé. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle m'a raconté son histoire. Comment ma grand-mère avait été cruelle et manipulatrice. Comment Patricia avait appris ces mêmes comportements et était devenue exactement comme elle. Comment la famille fonctionnait sur un système de favoritisme et de boucs émissaires qui remontait à des générations. Tu brises ce cycle, a dit Sarah. Tu es la première personne en 3 générations à se lever et à dire non. Je suis tellement fier de toi. Le rebondissement qui allait détruire la défense restante de mes parents. Sarah a accepté de témoigner. Une femme d'affaires prospère sans enjeu dans le résultat. Disposée à décrire l'histoire familiale d'abus et de manipulation. Son témoignage prouverait qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'un schéma de comportement toxique s'étendant sur des décennies. Mon dossier était maintenant imbattable. Le procès civil commença par un froid matin de fin octobre, 3 mois après le dépôt initial. Le palais de justice était bondé. Des membres de la famille, des habitants curieux, même un journaliste du Portland Tribune qui avait suivi l'affaire. Mon équipe juridique s'était agrandie. Gérald restait l'avocat principal, mais Sarah m'avait mis en contact avec 2 avocats supplémentaires de son réseau spécialisé dans la fraude successorale. Nous avions des ressources maintenant, de vraies ressources. Mes parents étaient assis à la table de la défense avec un avocat commis d'office. Ils ne pouvaient plus se permettre une représentation privée. Leur cabinet de Seattle les avait abandonnés. Leurs actifs étaient gelés en attendant le procès. Ils semblaient diminuer, plus petits, plus vieux. Richard portait un costume bon marché au lieu de ses habituels costumes sur mesure de $1000. Les cheveux de Patricia étaient devenus gris à la racine. Aucun d'eux ne me regardait. Émilie était assise dans le public, les bras croisés, fixant. La juge Martinez présidait. Elle avait déjà clairement fait connaître son opinion sur mes parents lors des audiences préliminaires, mais elle s'engagea à entendre toutes les preuves équitablement. Le procès dura 5 jours. Le premier jour fut consacré à l'héritage lui-même. Gérald présenta méthodiquement le testament de mon grand-père. Des experts en écriture témoignèrent que les signatures sur les documents de transfert falsifiés ne correspondaient pas aux signatures authentiques de mon grand-père figurant sur d'autres documents légaux. Nous montrâmes les registres des revenus locatifs prouvant que mes parents avaient perçu $1,4 million sur 15 ans sur une propriété qui m'appartenait légalement. La défense n'avait aucune contre-argumentation crédible. Leur avocat commis d'office, un jeune homme fraîchement sorti de l'école de droit, tenta de soutenir que le testament était ambigu. La juge Martinez écourta cela immédiatement. Conseiller, le testament stipule, je laisse ma propriété 6 au 214 Seaside Drive, Cannon Beach, Oregon, à mon petit-fils, Mason Robert Caldwell. Cela n'est pas ambigu. Le deuxième jour a été consacré au portefeuille d'actions. Des experts financiers ont témoigné de la valeur des actions au moment du décès de mon grand-père par rapport à leur valeur actuelle. Si je les avais reçues à l'âge de 10 ans comme prévu, et si elles avaient été gérées avec une compétence ne serait-ce que modérée, le portefeuille vaudrait plus d'1 million de dollars. Mes parents avaient transféré ces actions à leur nom et dépensé les dividendes. Nous avons également présenté des preuves des certificats d'actions cachés du coffre-fort. Mes parents n'avaient aucune idée de leur existence. L'expression sur le visage de Richard lorsque nous avons révélé 2 millions de dollars supplémentaires en actions valait presque toutes les preuves. Le troisième jour fut consacré à l'usurpation d'identité.
des experts en crédit ont expliqué au jury chaque carte de crédit frauduleuse, chaque retard de paiement, chaque impact sur mon score de crédit. Nous avons montré des demandes avec mon numéro de sécurité sociale et des signatures falsifiées. Nous avons prouvé que j'avais 17 ans lorsque la plupart des cartes ont été ouvertes. Légalement incapable de consentir. La défense a tenté de prétendre que je devais être au courant des cartes et y avoir consenti verbalement. Notre avocat a directement demandé à Richard, Masson savait-il que vous ouvriez des cartes de crédit à son nom? Richard, sous serment, a dû répondre non. Donc, vous avez commis une usurpation d'identité contre votre propre fils? Nous avions besoin du crédit pour les dépenses familiales. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous ou non ouvert des comptes de crédit en utilisant l'identité de votre fils mineur sans sa connaissance ou son consentement? Longue pause. Oui. Le jury semblait dégoûté. Le 4e jour a amené les témoins de moralité. Frank Morrison a témoigné de l'amour de mon grand-père pour moi et de ses inquiétudes concernant l'éthique de Richard. Il a décrit des conversations où mon grand-père a explicitement déclaré que la maison de plage était pour Masson parce que Richard ne pouvait pas être de confiance. 3 de mes anciens professeurs ont témoigné de mon caractère. Ils ont décrit un étudiant calme et travailleur qui ne causait jamais de problème. Ils ont parlé de la façon dont j'excellais académiquement malgré le manque de soutien familial lors des événements scolaires. Puis Sarah a pris la barre. Elle était posée, éloquente et dévastatrice. Elle a décrit avoir grandi avec Patricia, regardant leur mère les monter l'une contre l'autre. Elle a expliqué comment Patricia a appris la manipulation et le favoritisme de leur mère et a répété le même schéma avec ses propres enfants. J'ai vu Masson grandir de loin, a dit Sarah. J'ai vu les mêmes choses lui arriver que ce qui m'est arrivé. Être ignoré, être critiqué, être traité comme moins que, et je n'ai rien fait, ce que je regrette. Mais je suis ici maintenant pour dire ceci. La famille Caldwell a un schéma générationnel d'abus émotionnels. Masson n'invente rien. C'est ce qu'ils sont. L'avocat de la défense a essayé de la discréditer. Mademoiselle Brennan, n'est-il pas vrai que vous vous êtes brouillé avec votre sœur et que vous pourriez être partial contre elle? Je me suis brouillé avec ma sœur parce qu'elle me traitait de la même manière qu'elle traite maintenant son fils. Oui, je suis partial. Je suis partial envers la vérité. Le 5e jour fut mon témoignage et les plaidoiries finales. J'ai pris la barre pendant 2 jours complets. J'ai raconté mon enfance au jury, non pas avec colère ou larmes, mais avec des descriptions calmes et factuelles. Les anniversaires oubliés, les événements manqués, les comparaisons constantes avec Émilie, le fonds universitaire volé, la fraude à la carte de crédit. J'ai diffusé les enregistrements audio des appels téléphoniques menaçants de mes parents après avoir été notifié. J'ai montré la vidéo de la nuit de remise des diplômes où ils m'ont donné la lettre de désaveu pour se divertir. Plusieurs jurés se sont essuyés les yeux. Une femme au dernier rang a pleuré ouvertement. La défense m'a contre-interrogé, essayant de me dépeindre comme vindicatif ou avide d'argent. Monsieur Caldwell, n'est-il pas vrai que vous réclamez près de 5 millions de dollars à vos parents? Je réclame ce qui m'a été volé, plus des dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils ont causé. Le montant en dollars n'est qu'un calcul. Vous auriez pu résoudre cela en privé. Pourquoi traduire vos propres parents en justice? J'ai essayé de résoudre cela en privé. Ils se sont moqués de moi et m'ont dit d'être reconnaissant. Puis ils m'ont humilié publiquement lors de ma remise de diplôme. Ils ne m'ont laissé aucun choix. Ne ressentez-vous aucune loyauté envers votre famille? Je ressens de la loyauté envers moi-même. Quelque chose que j'aurais dû apprendre à faire il y a des années. Puis ils ont fait une erreur cruciale. Ils ont appelé Émilie à témoigner à nouveau, espérant qu'elle pourrait humaniser la famille. Émilie a pris la barre vêtue d'une robe chère que Sarah avait probablement payée. Elle a essayé de dépeindre Masson comme un enfant difficile qui rendait la vie familiale difficile. Il était toujours si sérieux et critique, a-t-elle dit. Nous voulions juste qu'il se détende et fasse partie de la famille. Le contre-interrogatoire de Gérald fut chirurgical. Émilie, avez-vous aimé être l'enfant préféré? Je n'étais pas la préférée. Mes parents nous aimaient tous les deux. Gérald a diffusé un enregistrement. La voix d'Émilie. J'adore être la préférée. Masson est un tel loser. L'enregistrement provenait d'une conversation avec ses sœurs de sororité qui avait été publiée sur les réseaux sociaux et supprimée plus tard. Mais Internet n'oublie jamais.
Le visage d'Émilie est devenu rouge. C'était une blague. Était-ce une blague quand vous avez filmé la réaction de votre frère à son désaveu pour votre divertissement? Tout le monde filmait des trucs. Ce n'était pas personnel. Vous l'avez posté sur Instagram avec une légende se moquant de lui. J'ai supprimé ça. Mais vous l'avez posté. Vous pensiez que sa douleur était drôle? Émilie commença à pleurer. Mais cette fois, le jury ne semblait pas compatissant. Il semblait fatigué de ses larmes. Puis Richard prit la barre et tout s'écroula. Il était arrogant, défensif, ne montrait aucun remords. Il a même dit, sous serment, « J'ai tout construit à partir de rien. Je ne dois rien à mon fils au-delà de ce que je lui ai déjà donné. » Gérald s'est jeté sur lui. « Monsieur, vous devez à votre fils ce que votre père lui a légalement laissé. Mon père ne comprenait pas les affaires. Cette maison de plage devait générer des revenus. Des revenus qui sont allés dans votre poche. J'ai géré la propriété. Je méritais une compensation. Vous méritiez 1,4 million de dollars de compensation pour avoir géré une propriété que vous ne possédiez pas? » Richard n'avait pas de bonne réponse. Le juge l'interrompit. « Monsieur Caldwell, avez-vous ou non sciemment dissimulé le testament de votre père et transféré les biens destinés à votre fils à votre nom? » Longue pause. Richard savait qu'il était piégé. « Oui. » « Avez-vous ouvert des cartes de crédit au nom de votre fils mineur à son insu? » »« Oui. » « Avez-vous dépensé de l'argent de son fonds universitaire pour les dépenses de votre fille? » »« Oui, mais... » »« Oui ou non, monsieur Caldwell? » »« Oui. » L'expression de la juge Martinez était glaciale. « Vous pouvez quitter la barre. » Patricia n'a pas témoigné. Son avocat l'a sagement écarté de la barre. Les plaidoiries finales furent dures. Notre équipe a présenté un récit clair. Vol systématique, fraude et abus émotionnels s'étendant sur 22 ans. La défense a proposé des arguments faibles sur des malentendus familiaux et a suggéré que les montants en dollars que nous réclamions étaient excessifs. Le jury a délibéré pendant 3 heures. À leur retour, les 4 femmes se sont levées et ont rendu le verdict, unanime en faveur de Mason Caldwell sur tous les chefs d'accusation. Les dommages-intérêts ont stupéfié tout le monde. Le jury m'a accordé tous les revenus locatifs avec 15 ans d'intérêts composés, 2,1 millions de dollars. Tous les portefeuilles d'actions avec la croissance attendue, 1,3 million de dollars. Réparation de crédit et dommages d'usurpation d'identité, 100 000 dollars. Et puis les dommages-intérêts punitifs, 1,5 million de dollars pour l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et de fraude. Jugement total, 4,9 millions de dollars. Près de la moitié de la valeur nette totale de mes parents. La juge Martinez a ajouté une dernière note. Je renvoie cette affaire au procureur de district pour des poursuites pénales. Ce qui s'est produit ici dépasse les affaires civiles. Le visage de Richard devint violet de rage. Il se leva, commença à crier, « C'est du vol, de la corruption judiciaire. Vous ne pouvez pas faire ça. » L'huissier se dirigea vers lui. Richard se rassit, mais ses mains tremblaient de fureur. Patricia s'évanouit. En fait, elle s'évanouit. Du personnel médical dut s'occuper d'elle là, dans la salle d'audience. Émilie s'enfuit de la tribune, en sanglots. Je restai tranquillement assis, ressentant non pas un triomphe, mais un profond sentiment de soulagement. C'était fini. Justice avait été rendue pleinement. Ma famille faisait enfin face aux conséquences de décennies de cruauté, et j'étais libre. 6 mois après le procès, je me tenais sur le pont de ma maison de plage, regardant le soleil se coucher sur l'océan Pacifique. Le ciel d'automne prenait des nuances d'orange et de rose qui semblaient impossibles, comme quelque chose tiré d'un tableau. La maison était vraiment à moi maintenant. Je l'avais rénovée au cours des derniers mois, modernisant la cuisine et les salles de bain tout en préservant le caractère que mon grand-père avait tant aimé. De nouvelles fenêtres qui s'ouvraient plus facilement. Une nouvelle peinture dans des bleus et des gris apaisants. Des meubles confortables qui correspondaient réellement. Elle n'était plus figée dans le temps. C'était une maison vivante, respirante. Ma maison. J'avais été accepté au programme de doctorat en informatique à l'université de Stanford avec une bourse complète. Je commencerai en janvier. Pour la première fois de ma vie, je poursuivais mes études entièrement à mes propres conditions,
sans pression familiale ni attente pesant sur moi. J'avais également lancé une petite start-up technologique avec un financement de démarrage de tante Sarah. Nous développions des logiciels éducatifs pour les étudiants défavorisés, des outils qui aideraient les enfants issus de milieux difficiles à accéder à des ressources d'apprentissage de qualité. L'entreprise s'appelait Second Chance Software, et elle prenait une réelle ampleur. 3 districts scolaires de l'Oregon pilotaient nos programmes. Faire quelque chose de bien avec l'argent me semblait juste. Mon grand-père aurait approuvé. Mes parents avaient été contraints de liquider la plupart de leurs actifs pour payer le jugement. Ils avaient vendu leur manoir de West Hills et déménagé dans une modeste maison de ville à Beaverton. L'entreprise immobilière de Richard s'était complètement effondrée. Les accusations de corruption avaient abouti à un accord de plaidoyer, 3 ans de probation, des travaux d'intérêt général et une amende massive qui avait anéanti le peu d'économie qui leur restait. Il avait également perdu sa licence immobilière de manière permanente. Patricia avait dû trouver un emploi pour la première fois en 30 ans. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, répondant aux appels téléphoniques et fixant les rendez-vous. L'abonnement au country club avait disparu. Les postes au conseil d'administration d'organisations caritatives avaient disparu. Le statut social qu'elle avait passé toute sa vie d'adulte à construire s'était évaporé. Emily avait dû quitter l'USC après un semestre. Elle avait été transférée à Portland cet été et avait trouvé un emploi dans un café près du campus pour aider à payer les frais de scolarité. Elle travaillait 25 heures par semaine tout en suivant des cours, vivant exactement ce que j'avais fait pendant 4 ans. Je ne ressentais aucune satisfaction dans leur chute. Mais je ne ressentais aucune culpabilité non plus. Ils avaient fait leur choix chaque jour pendant 22 ans. Ils avaient choisi la cruauté plutôt que la gentillesse. Ils avaient choisi le favoritisme plutôt que l'équité. Ils avaient choisi le vol plutôt que l'honnêteté. Maintenant, ils vivaient avec les conséquences de ces choix. Certains membres de la famille élargie m'avaient contacté pour s'excuser. Tante Julie a appelé en pleurant, disant qu'elle aurait dû prêter plus d'attention à la façon dont j'étais traité. Oncle Frank a visité la maison de plage et a passé un après-midi à me raconter des histoires sur mon grand-père. Nous avons parlé de pêche et d'affaires et de la valeur de l'intégrité. D'autres proches ont pris le parti de mes parents et m'ont complètement coupé les ponts. C'était bien. Je n'avais pas besoin de gens dans ma vie qui pensaient que voler son propre enfant était acceptable. Tante Sarah était devenue exactement le membre de la famille dont j'avais toujours eu besoin. Elle venait toutes les quelques semaines, apportant des idées pour l'entreprise et des conseils pour naviguer dans ma nouvelle réalité financière. Elle m'a appris l'investissement, la gestion de patrimoine, l'utilisation responsable des ressources. Elle a également partagé des histoires sur notre histoire familiale qui m'ont aidé à comprendre les schémas générationnels de dysfonctionnement. Ta grand-mère a détruit mon estime de soi, m'a-t-elle dit un soir pendant le dîner. Il m'a fallu 20 ans de thérapie pour la reconstruire, mais je l'ai reconstruite, et tu le feras aussi, Mason. Tu es déjà à moitié chemin. J'avais commencé une thérapie le mois suivant le procès. Travaillant avec un psychologue spécialisé dans les traumatismes familiaux. Nous avons parlé de la négligence de mon enfance, de la violence émotionnelle, du sentiment constant de ne pas être assez bien. C'était un travail difficile. Certaines séances me laissaient épuisé et à vif, mais cela aidait. J'avais également commencé à fréquenter quelqu'un. Son nom était Jordan Chen, une doctorante en ingénierie environnementale que j'ai rencontrée par l'intermédiaire du programme d'études supérieures. Elle était gentille, brillante et n'avait aucun lien avec mon passé ou mes drames familiaux. Quand je lui ai enfin raconté mon histoire, elle a écouté sans jugement. Cela a dû être incroyablement solitaire. Elle a dit, ça l'a été. Mais tu as survécu, plus que survécu. Tu t'es battu avec intelligence et dignité. Cela demande une vraie force. Avoir quelqu'un qui me voyait vraiment, pour qui j'étais et non ce que ma famille disait que j'étais, cela signifiait tout. Ce soir-là en particulier, alors que le soleil touchait l'horizon, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas un email, une vraie lettre manuscrite sur du beau papier. Elle venait d'Emily. J'ai failli la jeter sans la lire, mais la curiosité l'a emportée. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai lu, Mason, je ne m'attends pas à ce que tu répondes à ça. Je ne m'attends pas à pardon ou à réconciliation. J'ai juste besoin de dire des choses que j'aurais dû dire il y a des années. J'ai été cruel avec toi, non seulement lors de la remise des diplômes, mais pendant des années avant ça. J'aimais être la préférée.
J'aimais l'attention et les privilèges. Je savais que maman et papa te traitaient différemment et je m'en fichais. Je pensais que tu le méritais en quelque sorte. Que tu étais trop sérieux, trop ennuyeux, trop différent de nous. J'avais tort. Tout perdre cette année m'a appris qui j'étais vraiment sans l'argent et le statut. Je n'ai pas aimé ce que j'ai trouvé. J'étais gâtée, avec des droits, et méchante. J'ai participé à tes abus. J'ai ri de ta douleur. J'ai enregistré ton humiliation pour me divertir. Je ne peux rien de tout ça. Je suis en thérapie maintenant. Le docteur Phillips m'aide à comprendre les dynamiques familiales et mon rôle dans la toxicité. J'apprends le bouc émissaire et le favoritisme et comment les enfants peuvent être complices d'abus même s'ils n'ont pas créé le système. J'apprends que je t'ai fait beaucoup de mal pendant des années. Et je suis tellement désolé. Je sais que les excuses ne règlent rien, mais tu mérites de les entendre. Tu méritais mieux que ce que nous t'avons donné. Tu méritais des parents qui célébraient ton intelligence et ta gentillesse. Tu méritais une sœur qui te soutenait au lieu de te railler. Je ne peux pas changer le passé, mais j'essaie de me changer moi-même. Je ne sais pas si tu voudras un jour une relation avec moi. Je ne te blâmerai pas si ce n'était pas le cas, mais je voulais que tu saches que je comprends enfin. Je vois enfin ce que nous t'avons fait et j'ai honte. J'espère que tu es heureux, Mason. J'espère que tu construis une bonne vie. Tu le mérites, Emily. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai rangée dans un tiroir de mon bureau. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être pas. Pour l'instant, il suffisait de savoir qu'elle apprenait. Assez pour savoir qu'elle comprenait enfin les dégâts qu'elle avait causés. Je n'étais pas encore prêt à pardonner. Peut-être ne le serais-je jamais, mais je pouvais reconnaître sa croissance sans offrir de réconciliation. Ce sont des choses distinctes. Alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient dans l'océan, je pensais à mon parcours, de l'enfant effrayé et solitaire qui croyait ne pas être assez bien, à l'étudiant qui a découvert le vol et aurait pu réagir avec rage et vengeance. Au lieu de cela, j'ai choisi la stratégie. J'ai choisi la patience. J'ai choisi la loi. Je n'ai pas cherché la vengeance. J'ai cherché la justice. Il y a une différence profonde entre ces deux choses. La vengeance aurait consisté à les blesser de la même manière qu'ils m'avaient blessé. Elle aurait été émotionnelle, réactive, finalement vide. La justice consistait à récupérer ce qui m'appartenait, à me défendre avec dignité, à utiliser des systèmes légitimes pour corriger des torts illégitimes. La justice a apporté une clôture d'une manière que la vengeance n'aurait jamais pu faire. J'ai réalisé quelque chose d'important en me tenant là, sur ce pont. Le plus grand cadeau que mes parents m'aient jamais fait n'était pas l'héritage de mon grand-père. C'était cette lettre de désaveu. Non pas parce qu'elle a aidé mon affaire juridique, bien qu'elle l'ait fait, mais parce qu'elle m'a libéré. Elle m'a donné la permission d'arrêter d'essayer de gagner l'amour de personnes incapables de le donner. Elle m'a libéré de l'obligation de continuer à essayer, de continuer à espérer qu'il pourrait changer, de continuer à me sacrifier pour leur approbation. Cette lettre était la preuve finale dont j'avais besoin qu'il ne m'aimerait jamais comme je le méritais. Et une fois que j'ai accepté cette vérité, j'ai pu enfin lâcher prise. J'ai pu construire une vie basée sur mes propres valeurs au lieu de leurs attentes. J'ai pu définir le succès à mes propres conditions. J'ai pu choisir une famille qui me choisissait en retour. J'ai pensé à mon grand-père et j'ai souhaité pouvoir le remercier, non seulement pour l'argent et la propriété, bien que cela ait aidé, mais pour le message dans ses entrées de journal que j'ai trouvé dans le tiroir du bureau. Tu es digne d'amour. Tu es suffisant. Pendant 22 ans, je n'ai pas cru ces mots, mais je les crois maintenant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à tante Sarah. Merci pour tout, d'avoir cru en moi, de m'avoir soutenu, d'avoir été la famille dont j'avais besoin. Elle a répondu immédiatement. Ton grand-père serait si fier de toi. Je le suis aussi. Tu as transformé une situation terrible en un nouveau départ. Cela demande du courage. J'ai souri, un sourire sincère et paisible. J'avais 23 ans. J'avais une sécurité financière que la plupart des gens de mon âge ne pouvaient imaginer. J'avais des opportunités éducatives dans l'une des meilleures universités du monde. J'avais un travail significatif qui aidait les autres. J'avais des relations authentiques avec des gens qui m'appréciaient. Mais plus que tout cela, j'avais quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter et que l'approbation ne pouvait pas accorder.
J'avais du respect de moi-même. Les leçons de vie s'installèrent en moi comme la brume du soir venant de l'océan. La famille n'est pas définie par le sang ou l'obligation, mais par l'amour, le respect et le soutien mutuel. Parfois, le plus grand acte d'amour de soi est de s'éloigner des personnes qui ne peuvent pas voir votre valeur. Et lorsque vous vous défendez avec intégrité et patience, la justice suivra. Non pas parce que le monde est juste, mais parce que vous le rendez ainsi. Se défendre ne vous rend pas vindicatif. Poser des limites ne vous rend pas égoïste. Réclamer ce qui vous appartient de droit ne vous rend pas avide. Et refuser d'accepter l'abus ne vous rend pas ingrat. Vous enseignez aux gens comment vous traiter parce que vous tolérez. Pendant 22 ans, j'ai toléré les mauvais traitements parce que je pensais devoir le faire. Parce qu'ils étaient de la famille. Parce que je continuais à espérer qu'ils changeraient. Mais l'espoir sans action n'est qu'un vœu pieux. Et la famille qui vous blesse constamment n'est pas du tout une famille. Ce ne sont que des gens qui partagent votre ADN. La vraie famille est présente. La vraie famille célèbre vos succès. La vraie famille vous protège. La vraie famille voit votre valeur même lorsque le monde ne la voit pas. J'ai trouvé cette famille en tante Sarah, en Frank Morrison, en mes professeurs qui m'ont encadré, en Jordan qui a choisi de connaître le vrai moi. Je l'ai trouvé chez les gens qui ont gagné leur place dans ma vie par la gentillesse et le respect. Et je l'ai construite en moi-même en croyant enfin que je méritais mieux. J'ai pris une profonde inspiration d'Air Salin et je suis entré chez moi. Demain, je ferai mes valises pour le déménagement à Stanford. La semaine prochaine, je rencontrerai des investisseurs pour développer Second Chance Software. Le mois prochain, je célébrerai ma première saison de vacances libérée de l'obligation familiale et des dynamiques toxiques. Mais ce soir, j'étais simplement en paix. L'enfant qui n'était jamais assez bien était devenu un homme qui connaissait sa valeur. Le bouc émissaire était devenu la success story. Le fils rejeté était devenu sa propre personne, défini par ses choix plutôt que par ses circonstances, et c'était tout. Alors, laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu à vous défendre contre des gens censés vous protéger? Avez-vous déjà eu à choisir votre propre paix plutôt que le confort de quelqu'un d'autre? Qu'auriez-vous fait dans ma situation? J'aimerais avoir vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, veuillez la liker. Cela aide plus de gens à trouver ces histoires et à savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sur la résilience, la justice et la recherche de votre propre chemin. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que c'est bien de se faire passer en premier, que se défendre n'est pas égoïste, que vous méritez le respect, même de la part de votre famille. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de faire partie de cette communauté. J'espère que vous trouverez le courage de revendiquer votre propre valeur. Quoi que cela signifie pour vous, prenez soin de vous.